Bonjour à tous, ce matin, parlons pareidolie. Un mot un peu barbare, mais qui recouvre une réalité assez étrange et assez rigolote, fascinante. Donc, prenons tout de suite exemple sur des choses concrètes, ou en tout cas des choses assez palpables qu'on a pu voir déjà en classe, des tableaux de Dali, l'artiste surréaliste, le peintre du XXe siècle surréaliste, qui a été bien plus que ça d'ailleurs. Alors, première toile que l'on peut regarder par l'art, par le prisme de l'art, pour aborder cette notion, qui est plutôt une notion de science, et qui implique les mathématiques autant que la perception et la psychologie, eh bien, donc, on peut voir la métamorphose de Narcisse. Narcisse était cette figure mythologique, frappé de cette tare qu'il était amoureux de lui-même, de son reflet dans les miroirs et dans l'eau. Et donc, c'est le péché suprême, la démesure, l'hubris, et surtout l'égotisme, l'ego démesuré. Le fait de trop s'aimer soi-même, c'est quelque chose en effet de toute façon qui n'est pas souhaitable et qui entraîne bien des problèmes dans les relations avec les autres. Donc on évoque le narcissisme, qui vient donc mot qui vient de Narcisse, et on commence déjà par, c'est pas réellement une pareidolie en fait. Ce que je veux montrer là, c'est surtout j'essaie de bouger cette flèche, sinon on ne pourra pas commencer à dire quelque chose. Voilà. Donc, tout simplement, là, Dali propose les deux interprétations. Parce qu'une pareidolie, c'est une ambiguïté, on verra tout ce qu'on danse dans la même image. Là, on voit quelqu'un qui se regarde dans l'eau, en tout cas qui se penche vers l'eau. Bon, il a la tête posée, le front posé sur le genou gauche, mais ça ne l'empêche peut-être pas de voir une partie de son reflet. Donc l'image jouera d'ailleurs à la fois sur le corps de l'individu et ici vous voyez sur son reflet. Donc on peut voir son épaule droite, son bras, son bras gauche et son avant-bras. Après la jambe, fémur, et genou et tibia gauche, et l'autre jambe est repliée, il est à demi accroupi. Donc il se regarde plus ou moins. Et par contre on saisit bien, là ce sont les cheveux, la tête, une espèce de catogan, une queue de cheval là-bas, on saisit bien quelle est cette image. Mais juste à côté, on propose finalement, c'est comme les vers de Lori, mais une traduction, cette fois-ci non pas phonologique ou phonique, une traduction visuelle. Parce que si on segmente, si on décide de voir la chose différemment, eh bien on a la même chose et pas la même chose. Regardez cette tête. Si vous regardez le dessin, vous pourrez faire ce que vous voulez, le dessin est le même. Mais là, il est interprété de manière à ce que si ce soit un œuf, que là, il y a une fleur qui sort, alors que regardez, les lézardes sur la tête, sur l'œuf, sont les mêmes. La tête devient l'œuf, les bras, les jambes, ce sont les doigts d'une main. Et ça joue totalement aussi avec le reflet. Parce qu'ici, vous avez le reflet de la cuisse droite, qui est ici non plus un reflet, mais un deuxième doigt replié. Donc vous avez l'annulaire et l'auriculaire, le quatrième et le cinquième doigt, qui sont repliés. Le pouce qui tient en pince avec le majeur ou le médius, et l'index qui empêche l'œuf de tomber. C'est-à-dire plutôt un œuf de caille, vu la taille, c'est pas un œuf de poule. Mais donc, les mêmes choses, et les mêmes contours, le même dessin, produisent une autre interprétation. Mais là, on a devant soi les deux interprétations, sans ambiguïté. C'est-à-dire que là, on a bien un corps humain qui se regarde dans l'eau avec le reflet ici, voilà, Et là, une main en pierre, parce qu'effectivement, le supplice de Narcisse, c'est d'avoir été transformé, d'avoir été figé, parce qu'il avait commis le péché de s'aimer trop lui-même. Voilà. Donc, bien. Donc, simplement, quels sont les détails qui, nous
nous indique comment interpréter ici, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Ben là, on voit bien qu'il s'agit d'un œuf, il n'y a pas de cheveux, une fleur pousse dedans. Donc en fait, lui-même, il est figé, mais il est figé en fleur. C'est ce qui adviendra très exactement de Narcisse, qui a donné son nom à la fleur, cousine de la jonquille. Voilà, bon, un narcisse c'est blanc ou pâle, la jonquille c'est plutôt jaune. Donc ici, un œuf, ici la tête. Ici, on voit bien qu'il y a un ongle, là, avec le jeu des reflets et des os affleurant sous la peau. Ici, on voit bien une jambe, ici, on voit bien l'ongle d'un pouce. Donc tout est fait pour qu'on ne confonde pas, mais qu'en même temps il y ait une espèce de grand malaise ou d'interrogation profonde, parce qu'on voit bien pourtant que les traits de dessin et de construction sont absolument les mêmes. Absolument les mêmes. Donc voilà. Ça peut être la base, c'est pas une pareidolie, mais ça peut être la base d'une pareidolie, à savoir une image qui, selon que le cerveau décide de la voir sous tel angle, sous tel aspect ou sous tel autre, une image qui a une autre apparence, alors que c'est un phénomène purement intérieur à nous, un phénomène purement psychique. Alors, par exemple, on peut en effet voir maintenant le degré de pareidolie achevé. C'est-à-dire qu'ici, nous avons, après la métamorphose de Narcisse, d'après le même artiste, donc d'après Dali, et nous avons maintenant le marché aux esclaves avec apparition du buste invisible de Voltaire. Il avait souvent des titres qui étaient aussi oniriques et aussi fous que ses toiles. Hein. Salvador Dali. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir ? On voit, alors, désolé pour le nu, mais c'est quand même un nu classique, donc il n'y a pas de souci particulier. Bon, pour ceux que ça pourrait gêner, alors attention, nous allons couper, hop, voilà. Mais le nu dans l'art n'est pas répréhensible, il n'a pas d'autre fonction que esthétique, artistique, de réflexion, d'entrer en résonance avec d'autres éléments du tableau, picturalement, de manière colorée, et pas du tout une fonction érotique. Bon. Donc ici, nous avons donc ceci. C'est dommage de couper, mais enfin bon. Et très vite, on voit en effet la tête de Voltaire. Alors, en fait, cela dépendra en effet de comment dire, hop, voilà, de ce qu'on décide de voir. Donc c'est le cerveau qui est là, qui a le dernier mot. Donc là, je me bats avec ma flèche, c'est horrible, mais voilà. Donc, pour vous montrer un petit peu, oh la vache, oh. Là, c'est un naufrage, c'est très très dur. Voilà. Donc la tête de Voltaire ici. On va zoomer. Voilà. On voit bien la tête de Voltaire. C'est sans doute ce qu'on voit de tout premier dès l'abord dans cette toile. Donc je vais, plutôt qu'une flèche à la limite, voilà, vous mettre ça dans un cercle. Voilà, alors hop, ici, on voit bien. Et comment est-elle faite ? C'est ça qui est incroyable, cette tête. Voilà. Comment est-elle faite ? Voilà. Parce qu'on la voit bien, et pourtant, si on prend 2 secondes pour analyser ça, c'est pas du tout la tête de Voltaire. Ça dépend. On peut maintenant choisir de regarder simplement les personnages. Les personnages qui sont en groupe et qu'on va matérialiser, ou plutôt faire apparaître dans un rectangle. Alors, ces personnages qu'on voit au loin, au second plan et non pas au premier plan, où là c'est une servante, une dame un peu débraillée qui regarde la scène, voilà. Donc, là, on s'aperçoit d'une seule chose, on zoome, c'est simplement une galerie de personnages, des personnages qui sont frontalement présentés les uns à côté des autres, 2 personnages assez androgynes, garçon ou fille, plutôt
plutôt des femmes qui sont en robe noire, ici à gauche. Deux femmes apparemment qui tournent le dos au centre et une autre femme accoutrée de la même manière que celle de gauche, un peu plus en retrait à droite. Et on ne voit rien d'autre quand on est vraiment concentré là-dessus que cela. Et à ce moment-là, le cerveau peut dire je vais choisir de regarder et de ne faire que ça, de regarder ces personnages dans sous cette voûte un peu antique. Et à ce moment-là, on ne voit plus la tête de Voltaire. Et après, en fait, on peut choisir soit de voir la tête de Voltaire, soit de voir ces personnages. C'est assez étrange. Donc c'est ça une pareidolie, c'est la cristallisation de deux images possibles en une seule. Et le fait pour le cerveau d'être un petit peu dépassé, d'être en interrogation, de voir tout cela et de ne pas savoir quoi choisir. C'est assez étrange. Donc, il existe maintenant d'autres pareidolies, fort célèbres, notamment une pareidolie photographique. Alors là, je vous engage à aller sur Wikipédia. On peut y aller ensemble, vite fait. Mais vous verrez, je ne sais pas où c'est là. Eh bien, on va chercher tout simplement le mot pareidolie. Vous cherchez soit dans Google, soit encore directement dans Wikipédia direct. Et vous aurez une galerie d'images assez intéressante. Moi, je me suis occupé de Dali, donc des images fabriquées, parce que la pareidolie, c'est souvent avant tout la rencontre fortuite entre un regard et la nature, donc plutôt des images non fabriquées, pas des peintures forcément, mais d'autres choses. On a par exemple ici le visage de Mars, parce qu'il y a un rocher qui, pris sous un certain angle avec une certaine ombre, donne l'apparence d'un visage humain casqué. Enfin, il y a plein de choses. Il y a bien sûr le fameux smiley qui n'est qu'une lentille gravitationnelle, qui a été pris tout simplement par la NASA, par Hubble. Et donc, vous avez dans les Alpes-Maritimes, la gardienne des gorges de Daluis, le visage grimaçant dans le roc toujours, dans le schiste rouge des gorges, le visage grimaçant des gorges du Sian, et bien sûr ce qui est assez incroyable, toutes sortes de choses, cette espèce de visage de monstre dans le roc, ce sont souvent des images de rochers, la tête d'Amérindien, la tête d'Indien au Colorado, et surtout voilà le profil, c'est le profil du Stacklevenich en Écosse, enfin la tête de chien. Et surtout, donc, je vous disais, le cliché photographique, où tout de suite, sur cette photographie, cette plaque de verre prise vers 1896, elle est d'ailleurs très, très abîmée, recollée, mais c'est sans doute la pareidolie photographique la plus saisissante, parce que on voit en effet que, en regardant bien, je vais rezoomer. Donc vous voyez que qu'est-ce qu'on voit ? On voit presque tout de suite en fait une tête d'homme barbu, un peu une tête christique ici. On ne sait pas ce qu'elle fait là, mais on voit cette tête de profil, œil, nez. Alors là je vais vous montrer ça avec une petite flèche. Voilà. Donc l'œil, le front, les cheveux, le front, l'œil, le nez, la bouche, moustache, barbe. On la voit sans problème en fait. On la voit sans problème. Donc, maintenant, si on décide de voir autrement, c'est ça la magie de la pareidolie, on voit donc quoi ? On voit qu'en fait, normalement, c'est pas du tout ça. C'est en fait ce qu'il faut voir. C'est pour ça que là, je dois absolument de nouveau. Il faut voir sur les genoux de ce monsieur qui est à gauche. Il y a un monsieur, ça on le voit, un monsieur barbu qui est à genoux. Enfin, pas à genoux, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Qui est assis, pardon. C'est sur les genoux de ce monsieur assis. On a un enfant. Alors, on va vous le montrer ici. Voilà. Et vous voyez ici, c'est un enfant, il a son petit bras droit qui est sorti. Si vous ne le voyez pas, je vais sortir une flèche pour tout vous montrer. Donc, vous avez ici un casque colonial, c'est une photo coloniale. Donc le casque colonial de cet enfant en blanc, arrondi, sur sa tête. Donc sa petite
ce qui lui reste de visage, parce qu'après, il est trop grand pour sa tête. On voit son petit menton, son bout de nez. Donc là, c'est son bras droit, plié, hein, qui repose sur le ventre. Il est assis, on voit un petit peu sa jambe droite. Il est assis sur les genoux de son père. Donc, tout simplement, c'est ça qu'il faut voir. Et donc, ce qui faisait les cheveux de ce fameux Christ, là, de cet homme barbu, dirons-nous, c'est tout simplement un fond de nature. Un petit fond de nature, des buissons. Voilà, vous voyez, hein, c'est en arrière-plan. Il n'y a absolument pas de cheveux. Et donc, quand on enlève tout et qu'on décide de revoir la photo, voilà, eh bien, en fait, nous comprenons bien qu'il s'agissait avant tout d'un enfant sur les genoux de son papa. Il y avait la maman là, et donc assis sur les genoux avec un fond de nature, et non pas cette étrange tête d'homme barbu de profil qu'on voit et qui nous agresse presque au début du visionnage, de la rencontre avec la photo. Donc en fait, voici, et vous pourrez donc continuer à voir ce que sont les pareidolie de toutes les manières, peintes bien sûr, comme on a commencé, photographiques ou dans la nature. Bien, à très bientôt, et essayez de trouver des occasions de pareidolie avec les enfants. C'est bien sûr le jeu des nuages que tout le monde a fait quand on voit une tête de cheval dans les nuages, un indien, voilà, les jeux avec les nuages, les jeux avec des pierres aussi, des cailloux, ou des rochers. Bon, il est assez facile parce que tout simplement la fonction première du regard chez l'homme, la première fonction, c'est de retrouver ses semblables, donc d'identifier des visages. Notre logiciel personnel de reconnaissance faciale est bien pire que n'importe quel logiciel ou application de reconnaissance d'iPhone, parce qu'il traque sans cesse et de manière inconsciente chez nous le visage humain. Voilà pourquoi, en général, les pareidolie, c'est surtout des visages qui s'imposent à nous, beaucoup plus que des voitures, des ours, ce que vous voulez. C'est surtout, avant tout, le visage humain. Merci. Fort de sous cela, je vous engage, vous aussi, à chercher des pareidolie avec votre enfant. Merci et à bientôt.